Je propose que tu poursuives sur le deuxième exposé, donc pour tout savoir sur éco-épandage. Alors oui, donc je continue concernant éco-épandage et avec un exposé concernant les technologies qui sont disponibles à l'heure actuelle pour atteindre les objectifs éco-épandage, des critères éco-épandage en produits solides. Une présentation que j'ai proposée donc en collaboration avec François Pinet qui travaille chez Michelin, qui n'est pas là aujourd'hui, il s'excuse. Donc je vais réaliser la partie en lien avec les pneumatiques et le sol à sa place aujourd'hui. Donc l'épandage en général ne fait pas exception dans le contexte de réduction des impacts environnementaux. Si on s'adresse à la partie minérale qu'on vient de traiter juste avant, en général la qualité d'application est très bien maîtrisée si on exclut les problèmes de réglage et de difficulté d'accès au réglage. Mais une fois qu'on a correctement réglé la machine, les problèmes d'application, de qualité d'application sont en général réglés. En clair, on a la majorité de la surface d'une parcelle épandue qui est dans un intervalle, enfin qui est autour de plus ou moins 10% de la dose cible. Par contre, en organique, il y a beaucoup plus de variabilité. Si on regarde une carte d'épandage de la même façon, la majorité de la surface est plutôt dans plus ou moins 50% de la dose cible, avec à la fois un gros risque de biais global sur la dose massique distribuée, ensuite une grosse dispersion des doses massiques distribuées dans la parcelle. Donc on le voit sur la carte en tendance orange qu'on a là, hein. On va du quasi blanc, donc quasi 0 kg d'apport, jusqu'à une partie très foncée qui représente un pourcentage très, très important de la dose. Et puis ensuite une limitation du raisonnement à un raisonnement massique et non en unités fertilisantes, puisqu'on a aussi une dispersion énorme des unités fertilisantes à l'intérieur du produit organique, si bien sûr on est sur des organiques solides du type fumier. Ensuite, en dehors des aspects épandage, on a des impacts de l'opération d'épandage directement sur le sol, avec des poids importants des épandeurs qui se déplacent à l'intérieur des parcelles et qui donc ont des impacts importants sur la compaction des sols. Alors évidemment, il existe depuis 2003 une norme qui est la EN 13080, il y a un 0 de trop au milieu, pour ce qui concerne les produits organiques solides. Cette norme est insuffisante, c'est la raison pour laquelle il a été produit un référentiel éco-épandage dont vous avez le symbole représenté sur la droite. Alors, ce que je propose sur quoi je propose de revenir aujourd'hui, c'est donc de vous présenter ce qu'est éco-épandage en termes de rappel. Ensuite, quels critères et quelles exigences par rapport à la EN 13080 qui existait. Et puis, quelles sont surtout les technologies constatées efficientes à l'heure actuelle pour obtenir ces exigences. Donc, éco-épandage, c'est une démarche qui a été produite sous l'impulsion des constructeurs en 2010. Donc, les deux constructeurs qui étaient membres du projet sont Pichon et Roland, et les autres partenaires, donc IRSTEA à l'époque, donc INRAE maintenant, Vetagrosup, et puis les chambres d'agriculture, en particulier celle de Bretagne, pour l'établissement du référentiel. Le référentiel proposé, il est donc plus exigeant que ce que proposait la EN 13080. Il a été produit pour garantir une meilleure maîtrise des doses et démontrer objectivement la performance des machines. Il est aussi très engageant pour le constructeur vis-à-vis de l'utilisateur, puisque à l'intérieur d'éco-épandage, il y a une mise en route obligatoire de la machine chez l'utilisateur. C'est la première certification environnementale qui a été produite dans le domaine des agroéquipements. Et puis, c'était effectivement initialement une certification. C'est devenu une marque depuis 2020 pour simplifier les aspects de mise en œuvre.
Alors, quels sont les critères évalués et les niveaux d'exigence? Les mesures donc, sont réalisées à INRAE Montauld en suivant des méthodes validées et mises en œuvre dans un laboratoire certifié. Et ces mesures sont produites sur le banc qu'on appelle le CMOB, qui permet la mesure concomitante sur la même caisse, la même vidange de caisse, de la distribution transversale et de la distribution longitudinale, donc l'équation, enfin la courbe de débit massique lors de la vidange, et qui a la capacité de plus à produire une mesure surfacique, donc de la même façon que celle qu'on a vue tout à l'heure pour le minéral. En termes de performance évaluée, donc, la première, c'est la répartition dite transversale dont on a discuté tout à l'heure. L'objectif, c'est d'être capable d'obtenir un CV écart type sur moyenne inférieur à 20% dans l'exigence éco-épandage. Le N13080 exigeait 30%. Je dirais qu'à l'heure actuelle, ce critère n'est pas problématique puisque ça revient à se poser la question, est-ce que j'épand correctement, est-ce que je distribue, je répartis correctement quelque chose que je ne maîtrise pas en débit d'alimentation. Donc pour l'instant, ce n'est pas problématique. Ça le deviendra peut-être, mais pour l'instant, ce n'est pas le plus important des critères à respecter. Le plus important, c'est finalement la répartition longitudinale. En fait, l'équation, la courbe de débit massique au cours du temps, que l'on va évaluer selon l'aspect dispersion, avec l'étendue dans la zone de tolérance, EZT, qui doit être supérieur à 70%, c'est-à-dire qu'on a multiplié par 2, le référentiel multiplie par 2 l'exigence de l'AEN 13080 de 2003, c'est-à-dire l'intervalle, le fait que il faut que 70% du temps, le débit instantané soit dans la bande de plus ou moins 15% autour du débit caractéristique mesuré. Là, on a donc doublé l'exigence. Et puis ensuite, on en a surtout ajouté une nouvelle, c'est-à-dire il faut que le biais soit limité, c'est-à-dire que le débit critique, le débit caractéristique, il y a une erreur dans le terme, DC, soit proche de l'objectif de débit cible, donc de l'objectif agronomique. Ce qui n'était pas le cas en 2003, avec une bande à plus ou moins 15%, là aussi. Ça, c'est une exigence nouvelle. Et cette dispersion sur la problématique de la dispersion et du biais à limiter sont à respecter à vitesse constante et à vitesse variable, donc en mode d'utilisation DPA, ce qui était là aussi non présent auparavant. Et ces capacités à respecter ces deux exigences sont des problématiques à l'heure actuelle en épandage d'engrais organiques solides. Et puis quelque chose qui a été aussi ajouté dans le référentiel éco-épandage, c'est l'aspect performance du côté respect des sols, avec deux critères qui sont à la fois que la charge à l'essieu, à chaque essieu de l'épandeur soit inférieure à 13 tonnes. Je dirais que ça, c'est par construction. Le constructeur, il peut quelque chose, l'évaluation, il peut pas grand-chose. Par contre, la pression à l'interface, elle doit être limitée à 1 bar 5 au maximum. Et ça, ce sont des exigences qui sont plus ou moins problématiques, on va le voir. Alors, le problème majeur, donc maîtriser le débit massique, on y revient, avec une équation qui permet d'obtenir la dose, qui est finalement le débit divisé par la largeur et la vitesse, avec la dose qui est un objectif à atteindre, que l'on fixe initialement, qui intègre éventuellement des variabilités géographiques à l'intérieur de la parcelle. En minéral, on parlerait de modulation de dose, on n'en est pas là en organique, même si on en entend parler de temps en temps, ce qui revient à faire n'importe quoi. Ensuite, la largeur, c'est un paramètre variable qui peut être la majeure partie du temps fixé en organique. De la même façon, on parlerait de gestion de section si elle était variable, mais là, en organique, c'est illusoire. La vitesse est aussi un paramètre variable que l'on peut fixer initialement, mais que souvent le débit proportionnel à l'avancement des PAE permet de corriger en temps réel. Et puis enfin, on a le débit qui, lui, est un facteur de régulation sur lequel on va agir
qui doit donc être mesurable, puisque c'est un facteur sur lequel on doit pouvoir agir, il doit être mesurable et pilotable. Et c'est le problème majeur en organique solide. Effectivement, si on revient sur une courbe standard d'épandage, donc à droite, en pointillé, le débit théorique, on souhaite 100% de la dose sur 100% du temps de déchargement de l'épandeur qu'on est en train d'amener. En général, on obtient plutôt la courbe en vert, qui présente à la fois des dispersions à l'intérieur, donc des dispersions de forme de courbe, plus un offset entre l'objectif à atteindre et puis la réalité moyenne qui a été atteinte. Donc si on représente sur le graphique en bas au milieu le débit cible comme sur une courbe de fréquence, eh bien on aurait une distribution proche de la gaussienne si on produit suffisamment d'épandage, avec à la fois un écart type fort et puis un écart par rapport à l'objectif. Ce qu'il faut, c'est, première chose, maîtriser la forme de la courbe, donc la faire se rapprocher d'une courbe rectangulaire, où on va maîtriser la mise en route, on-off. Si on est on épand et on est à la dose, au débit souhaité. Si on est off, on n'épand rien, donc c'est la notion de rectangle. Donc finalement, c'est resserrer l'écart type de cette courbe, ce qui ne résout pas tout, puisqu'on a encore à résoudre le problème d'offset, qui consiste à ramener cette courbe pour laquelle on a une forme maintenant correcte à l'objectif proche de 100% de la dose. Et on va voir quelles sont les solutions pour obtenir ces caractéristiques. La première solution, c'est la pesée dite dynamique, qui consiste à peser en continu la caisse et le produit, à dériver le signal pour obtenir le débit instantané, et puis à asservir la vitesse du tapis pour apporter le débit souhaité. Les défauts de ce type de dispositif technologique, c'est que la pesée nécessaire à installer est très importante, 50 tonnes ou plus. On en a un exemple ici à droite, un enregistrement de vidange entre donc une décroissance lente de vidange au cours du temps entre le début et la fin de vidange. Et cette capacité de mesure très importante, 50 tonnes ou plus, elle doit pouvoir fournir une information concernant une mesure qui se situe entre 5 et 50 kg par seconde. Donc évidemment, il y a un petit souci déjà. Souci amplifié par le fait que, comme l'épandeur se déplace à l'intérieur d'une parcelle, il subit des accélérations dynamiques, c'est-à-dire qu'il y a des vibrations. Le signal d'origine, qui est le signal moyen, si on lui ajoute les vibrations, ben voilà le signal rouge que l'on obtient. Et donc, quand on cherche à passer à la deuxième phase, à la dérivée de cette courbe rouge, ben on obtient la courbe de débit qui est représentée en gris ici, avec énormément de bruit, encore plus de bruit. Et donc, si on a du bruit, ben, il faut filtrer. Et donc, un exemple de deux filtrages. D'abord, un signal filtré bleu avec un premier filtrage qui a un temps de retard, mais pas énorme. Et puis un deuxième qui est celui qu'il faudrait obtenir pour faire une régulation correcte, qui est le filtrage rouge. Ce filtrage induit un retard, puisque en réalité, si on se place par exemple à 75% du temps de vidange ici, vous voyez que la réalité est à 9 kg par seconde à ce moment-là, et avec le filtre bleu, on considère qu'on est à 11 kg, alors que et en filtre rouge, on est à 15 kg par seconde. Donc évidemment, on a la mauvaise information pour la mauvaise régulation. Donc c'est non suffisant si c'est utilisé seul en termes pour la pesée dynamique. La deuxième solution, c'est le tablier accompagnateur à l'intérieur de la caisse, un exemple ici chez Buchet, où finalement on va éviter les éboulements avant de caisse avec un tablier synchrone à l'avancement du tapis, et puis de telle façon à assurer une section d'alimentation constante en air au niveau des éparpilleurs de fin de vidange. Les avantages de ce type de dispositif, c'est que la régulation peut se faire sans retard, il n'y a plus de problème de filtrage puisqu'on réagit sur un système sans bruit. L'évolution de la masse volumique est assez faible au cours de la vidange, donc on va
on va pouvoir réguler facilement. Et on assure de cette façon une étendue dans la zone de tolérance très bonne. Donc le débit instantané est dans la bande de plus ou moins 15% de façon maîtrisée. Les défauts, c'est que, évidemment, on ajoute une pièce mécanique dans un environnement qui n'est pas très facile. Donc, c'est une complexité mécanique. Ce n'est pas impossible, la preuve, ça a été fait, mais c'est une complexité mécanique supplémentaire. Ça oblige à avoir sur l'épandeur des sécurités de fin de vidange. Ça ne borne pas en partie supérieure la section d'alimentation, c'est-à-dire qu'il y a bien trois côtés de la section qui sont bornés par le fond et puis les bords de l'épandeur, mais la partie supérieure n'est pas bornée. Et on a une légère augmentation de la masse volumique en fin de vidange, ce n'est pas si problématique que ça. En conclusion, c'est donc non suffisant, puisque c'est par ailleurs non suffisant, puisque la masse volumique par ce dispositif n'est pas évaluée. Troisième dispositif, c'est le suivi de contour, qui consiste à raser le produit en continu, finalement à palper en continu le niveau qui se présente aux éparpilleurs, et puis à raser, et à asservir la vitesse du tapis à l'équation qui est la multiplication de la section fois la vitesse pour obtenir le débit. Donc on a un graphique ici en partie basse où vous avez l'évolution de la section de la hauteur de porte et donc de la section, puisque c'est un facteur multiplicateur derrière, et puis l'augmentation de vitesse de tapis associée pour compenser et obtenir un débit qui soit satisfaisant. Les avantages, c'est la simplicité de réalisation. On n'ajoute pas de pièces mécaniques dans la machine. C'est donc très robuste. Régulation de la même façon sans retard, une information sans bruit, avec une mesure de position hauteur de porte. Une section d'alimentation qui, ici, est bornée sur 4 côtés. Donc avec un dispositif qui assure une très bonne EZT, très peu de variabilité autour de la moyenne, et puis qui assure une vidange complète de l'épandeur. Par contre, les défauts, ici aussi, légère évolution, diminution en l'occurrence de la masse volumique au cours de la vidange, par le phénomène de foisonnement, mais ce problème est compensable. Là aussi, le suivi de contour est non suffisant seul, puisque la masse volumique est non estimée. Donc aucune technologie ne permet seule la maîtrise du débit. L'exemple du tablier accompagnateur chez Bûcher nécessite une pesée globale pour obtenir mu en plus. Ça permet de garantir et d'obtenir, de passer les critères écoépandage. La pesée dynamique, là aussi, insuffisante, il faut ajouter une porte en restriction de section pour supprimer la dispersion. C'est ce qu'a proposé Roland sur le roll force et qui a permis d'obtenir la certification. Et puis le suivi de contour de la même façon que l'exemple du tablier accompagnateur nécessite la pesée globale pour compenser, pour ne pas présenter de biais. C'est l'exemple de Pichon avec le M12 et finalement ce sont les 3 machines à l'heure actuelle en épandage organique solide qui sont certifiées. Au-delà des coépandages, maîtriser la dose, c'est aussi, bien sûr, maîtriser ces intervalles de passage, donc le jalonnage ou le guidage, et puis piloter, ajuster le débit à la vitesse d'épandage, donc ajouter un DPAE. Évidemment, si on n'a pas tout ça, ça ne fonctionne pas bien. Ici, un exemple d'un logiciel que vous pourrez aller consulter si vous en avez le besoin, qui est un logiciel d'auto-formation accessible en ligne, qui permet d'évaluer l'impact des différents outils de maîtrise de dose. À droite, un épandeur qui n'a pas du tout d'outils de maîtrise de dose, ni masse volumique, ni évaluation de masse volumique, ni maîtrise de la dispersion. On se déplace vers la gauche du graphique en ajoutant ces outils de maîtrise de dose. Et puis, il faut aller jusqu'à ajouter du guidage ou un bon jalonnage, une bonne maîtrise de la vitesse pour descendre dans le vert complet en termes de performance de l'épandage réalisé au champ. Tu conclus oui, là aussi. Juste
je vais conclure après l'aspect pneumatique, mais je vais aller très vite. Les grandes évolutions en termes de pneumatique, et puis ce qui permet à l'heure actuelle d'y arriver à cette maîtrise des 1,5 bar. Donc progressivement, l'histoire montre qu'on est passé de la structure diagonale à la structure radiale dans un premier objectif d'augmenter la surface, l'écrasement du pneumatique et donc la surface en contact avec le sol pour diminuer la pression. Ensuite, années 80-90, donc l'aspect évolution vers les rapports d'aspect qui ont permis d'élargir là aussi le pneumatique. Bon, quand le pneumatique s'est écrasé, on a allongé sa surface d'empreinte, mais on peut aussi augmenter sa largeur d'empreinte. C'est ce qui a permis cette évolution pneumatique. Et puis, dans les années 2000-2010, ce sont les normes IF puis VF qui permettent, par des structures internes, d'augmenter la charge supportable avec la même pression. Donc, IF, on augmente de 20% la charge supportable par le pneumatique avec une pression donnée. Et si on passe à des VF, à la gamme VF, on peut aller sur une augmentation de 40% de la charge pour la même pression pneumatique. Donc ça, ce sont des solutions qui sont à la disposition des constructeurs pour limiter la pression et satisfaire le 1,5 bar. Et puis la deuxième solution au niveau des pneumatiques, c'est d'installer ce qu'on appelle les dispositifs de télégonflage ou système de gonflage centralisé des pneus, qui permettent d'utiliser le pneumatique dans son environnement avec la pression la plus proche de l'optimum selon la configuration. On gonfle fort quand on est en déplacement sur route et on dégonfle le plus possible quand on est en déplacement au champ, sachant que la vitesse est un paramètre additionnel de contrainte pour un pneumatique. Donc pour diminuer la contrainte sur le pneumatique, quand on roule vite, on augmente la pression. Par contre, on peut la diminuer quand on est au champ et qu'on se déplace très doucement. De la même façon, alors il y a des impacts positifs avec des gains jusqu'à 4% du point de vue agronomique qui ont été montrés. De la même façon qu'on l'a montré pour l'épandage des engrais, pour la qualité d'épandage juste avant, là aussi, il ne sert à rien de faire ce qu'il faut sur la remorque, sur l'épandeur en termes de pneumatique, de qualité pneumatique ou de télégonflage, si du côté du tracteur, on ne fait pas ce qu'il faut, puisque finalement le sol va retenir, va mémoriser le plus impactant pour lui. Donc si on fait sur l'épandeur sans faire sur le tracteur, c'est comme si on n'avait rien fait. Recommandation au passage. En termes de conclusion, donc, la qualité d'épandage n'est pas incompatible avec les critères de robustesse et de contenance des épandeurs qui sont les premières qualités historiques des épandeurs. Le référentiel éco-épandage donc, assure une machine qui va être apte à maîtriser la dose. Ça sensibilise aux impacts négatifs sur les sols en termes de tassement. Éco-épandage doit s'accompagner d'utilisation cohérente, on l'a vu tout de suite avant, en termes de guidage, etc. CF volet formation éco-épandage que j'ai cité avec Médor. L'éco-épandage ne peut être obtenu qu'avec une combinaison de technologies pesée plus dispositif de suppression de variabilité. Les coûts additionnels pour certifier la machine ne sont pas si prohibitifs que ça. C'est souvent une charge fixe qui convient de diluer dans le nombre de machines vendues, puisque les calculateurs, les actuateurs, les capteurs sont déjà présents sur les machines en général. Ça se justifie pleinement dans le contexte de valorisation des matières organiques produites pour essayer de diminuer le plus possible et de compenser, de faire une complémentarité organique-minérale. Et je vous remercie de votre attention. Je suis disponible pour vos questions. Merci.